Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Présidentielle d'octobre 2020, 7 495 082. C'est le nombre total d'électeurs. La commission électorale indépendante a dévoilé la liste aujourd'hui. Il y a une hausse de 13,6% par rapport à 2015. Autre chiffre publié par la CEI, au total 10 815 lieux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. La crise politique au Mali et le sinistre causé par la double explosion au Liban au cœur de la réunion de la coopération entre les structures de la francophonie. Il est prévu une mission conjointe OIF Assemblée parlementaire de la francophonie, une visioconférence pour échanger sur le soutien à apporter à ces deux pays. Les producteurs du cacao ont souffert de la baisse tendancielle des cours internationaux dans le milieu des années 80. Leur situation s'est aujourd'hui améliorée après la mise en place d'un nouveau cadre de régulation. Le prix est garanti, minimum 60%. Les producteurs peuvent-ils désormais être rois au pays du cacao? C'est un reportage à suivre dans ce journal. L'émir du Koweït, décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Il était un doyen de la diplomatie dans le Golfe. Sheikh Sabah Al-Hamad Al-Sabah était considéré comme l'architecte de la politique étrangère du Koweït moderne, en étant à la fois un grand allié des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Sur ces images, l'arrivée du président Alassane Ouattara à Yamoussoukro ce soir. Demain, le chef de l'État présidera un conseil des ministres dans la matinée avant d'inaugurer la voirie refaite de la capitale politique dans l'après-midi. Jeudi, il ouvrira les travaux de l'édition 2020 de la Journée nationale du chocolat et du cacao. La commission électorale indépendante publie la liste définitive des électeurs. C'est Émile Ebrotier, le porte-parole de la CEI, qui a donné l'information aujourd'hui à 32 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le listing est composé de 7 495 082 électeurs, une hausse de 13,6% que salue l'instance électorale. Sidonie Davila. Le 31 octobre prochain, ce sont 7 495 082 électeurs qui participeront à l'élection présidentielle. Parmi ces électeurs, la commission électorale indépendante dénombre 7 397 413 électeurs en Côte d'Ivoire et 97 669 à l'étranger. La CEI se félicite de ces chiffres et se veut reconnaissante aux partis politiques, aux organisations de la société civile ainsi qu'à ses partenaires techniques et financiers pour leur forte implication dans le processus. Ce bond substantiel du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale définitive, hausse de 13,6%, a conduit la commission électorale indépendante à réajuster la cartographie électorale, à savoir le nombre de lieux et de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le répertoire des lieux de vote et bureaux de vote compte désormais nombre total de lieux de vote, 10 815. Nombre de lieux de vote en Côte d'Ivoire, 10 759. Nombre de lieux de vote à l'étranger, 56. Nombre total de bureaux de vote, 22 381. Nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire, 22 135. Nombre de bureaux de vote à l'étranger, 246. Je voudrais rappeler, par ailleurs, que conformément à l'article 18 de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de l'institution, la commission électorale indépendante a procédé du 15 au 22 septembre 2020 au renouvellement des bureaux de ces commissions électorales locales en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Selon Émile Ebrotier, porte-parole de la CEI, ces commissions locales auront la charge de distribuer les cartes d'électeurs aux anciens et aux nouveaux électeurs dans les différents lieux d'enrôlement. Une opération qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. Une réunion pour évoquer des crises, la situation au Mali et la double explosion au Liban. Les structures de la francophonie se sont réunies ce mardi. Il est prévu une mission dans ces deux pays. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, a pris part à la rencontre. Une visioconférence présidée par la secrétaire générale de l'OIF, convoi avec Moussa Konati.
Plus de 190 morts et 6500 blessés suite à des explosions à Beyrouth, de la capitale du Liban. Au Mali, des troubles politiques avec l'éviction du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Liban et le Mali, deux pays francophones en crise actuellement, au cœur de la réunion par visioconférence de la communauté francophone. Le Mali est très important dans l'équilibre de notre sous-région. Il faut que très rapidement, les autorités maliennes prennent conscience qu'il faut remettre toutes les institutions en place pour que le Mali retrouve cet équilibre-là. S'agissant du Liban, là, le Parlement n'est pas dissous. Le Liban a été frappé par une explosion terrible. L'APF et l'OIF s'en sont inquiétés. La crise politique au Mali et humanitaire au Liban préoccupe les instances de la francophonie. Des actions sont donc en vue afin d'apporter un soutien à ces pays. Nous avons convenu d'effectuer une mission conjointe, l'OIF, APF. Plaider pour un rétablissement rapide de l'Assemblée nationale du Mali par l'organisation des élections législatives. L'APF s'associe à l'OIF pour une mission au Liban. La réunion par visioconférence sur la situation au Mali et au Liban était présidée par la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs autres organisations ont pris part aux échanges, notamment l'Association internationale des maires francophones, l'Agence universitaire francophone, la Conférence des ministres de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Retour dans la Maraoué, la région reçoit des infrastructures de base. C'est le cas de Zorofla dans le département de Genoula qui a désormais son château d'eau, une action qui met fin à des années de consommation d'eau impropre, source de maladies. L'ouvrage mis en service par le ministre de l'Hydraulique, Abou Sanogo. Zorofla, gros village de la sous-préfecture de Kanzra dans le département de Genoula, en fait, à l'occasion de la fête de l'eau. Les populations ici s'alimentaient en eau potable à partir de pompes à motricité humaine. Mais avec la vétusté de ces pompes, elles étaient obligées de se tourner vers les marigots, rivières et puits. Aujourd'hui, Zorofla, situé à 45 km de Genoula sur l'axe Genoula-Daloa, devient le premier village à avoir un château d'eau. Grâce au programme hydraulique et assainissement millénaire du gouvernement ivoirien, Zorofla bénéficie d'un système hydraulique villageois amélioré d'un coût global de 92 780 000 francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. Il a été mis en service par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. C'est ce que veut le président de la République, permettre aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Nous allons tout faire pour qu'on puisse faire l'extension pour tenir compte de l'ensemble de la population. Grâce à ce projet, l'accès à l'eau potable des populations de Zorofla, estimé à 800 000 habitants, est garanti. Elles ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara. On est vraiment content pour avoir de l'eau chez nous, pour avoir un château d'eau chez nous. Ça va vraiment beaucoup aider le village. Avec le château qu'on vient de nous octroyer, le gouvernement, à travers du président de la République, M. Alassane Ouattara, nous sommes vraiment dans la joie et dans l'allégresse. Nous disons merci. C'est un réel facteur de développement et c'est une action qui s'apprécie par les populations. Donc ça, c'est du concret. Il faut remercier le président de la République. Les travaux de réalisation de ce système d'alimentation en eau potable ont consisté à la construction et l'équipement d'un château d'eau de 50 mètres cubes sur 12 mètres de haut. La réalisation et l'équipement d'un forage, la fourniture et la pose d'un réseau de canalisation et la construction de 8 bornes fontaines dans la localité de Zorofla. De l'eau potable pour les populations, l'accès à l'éducation aussi facilité dans la région. Deux axes importants du programme social du gouvernement. Avec Godefroy Okambawa, on le verra, 28 écoles primaires dotées de latrines modernes à Saint-Fra. Des actions pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves. Grâce à ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de latrinisation des écoles en milieu rural et qui vise à lutter contre la défécation à l'air libre, ce sont des milliers d'enfants de 28 écoles primaires de la Maraoué qui verront ainsi leurs conditions de vie s'améliorer. Un cadre de vie sain à travers une dotation de 168 latrines équipées de dispositifs de lavage des mains. Parce que cadeau,
Nous sommes également épargnés des maladies liées à l'insalubrité, telles que le choléra, la diarrhée et la fièvre typhoïde. L'intérêt que vous nous témoignez en ce jour va nous permettre de nous mettre au travail. Remettant les clés de ces latrines au sein de l'école primaire publique de Gouenefla, dans le village de Tricata, département de Saint-Fra, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, a invité les populations et les acteurs de l'école à entretenir ces latrines afin de lutter contre les maladies liées au péril fécal. Quand on veut faire nos besoins, on traverse la route et puis on va dans la brousse. Et puis quand on fait ça en brousse comme ça, quand il pleut, l'eau, ça revient au village. Et ça fait que cette eau-là va contaminer l'eau des puits. Ça contamine l'eau de la rivière. On boit ça et puis on tombe malade. C'est une situation dégradante qui suscite même un sentiment de honte. Le président dit que lui ne veut plus ça. Un important lot de kits d'hygiène a également été offert par la ministre aux enseignants et aux jeunes filles du village. Selon Anne-Désirée Ouloto, en 2019, ce sont près de 250 villages dans 8 régions de la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de ce programme de latrinisation en milieu rural. Avec tout ce dispositif installé dans les écoles, il faut aborder une question tout aussi importante, l'absentéisme. Les élèves sont parfois absents en classe, mais présents dans la rue ou ailleurs. Évidemment, ils n'apprennent plus, mais c'est surtout une menace pour leur sécurité. Bientôt la fin. Un bracelet électronique contre l'école buissonnière, une solution mise en œuvre par le fondateur de l'école Sainte-Marie-Thérèse de Koumassi. Patricia Omoetia nous parle de ce logiciel installé dans l'établissement. Le logiciel suivi scolaire est composé d'un terminal et de bracelets électroniques, un système qui permet d'assurer la sécurité des élèves et de lutter contre l'absentéisme. Le concept est simple. Automatiquement, le système va vérifier que tous les élèves sont bel et bien présents. Et si l'un d'entre eux ne l'est pas, le logiciel se charge lui-même d'envoyer un mail ou un texto aux parents. Une technique pour venir à bout des élèves allergiques aux bancs de classe. Chaque enfant est équipé ici de ce qu'on appelle un bracelet électronique. C'est un bracelet standard, seulement il y a une puce à l'intérieur. Une puce comme les puces qui sont dans les portables et autres. Et à l'entrée de l'école, il y a un dispositif de lecteur, en fait. Alors, dès que l'enfant, l'élève rentre, franchit le seuil de l'école, il badge. Alors, à l'instant T où il badge, le père reçoit un message qui lui indique que son enfant est bel et bien dans la scène d'établissement. Le bracelet permet d'enregistrer l'heure d'arrivée et de sortie de l'école. Sur cet écran s'affichent les références des élèves. Si un enfant n'a pas normalement accès à l'école, le tourniquet ne lui permettra pas de passer. Mais dans cet établissement d'environ 2500 élèves, il n'y a pas que ces derniers qui sont surveillés. Les professeurs également se font enregistrer par un terminal. La lutte contre l'absentéisme est une obligation absolue tant pour les éducateurs que pour les parents. Il arrive à un moment, l'enfant te dit qu'il vient à l'école. Et bon, du coup, toi, tu es à la maison, tu te dis que bon, ton enfant à l'école. Et automatiquement, quand l'enfant n'est pas au cours, le professeur en question t'envoie un message pour te dire que ton enfant n'est pas au cours ce matin. Ça nous permet, en tant que parents d'élèves, de suivre à distance les mouvements des enfants. En effet, dans les classes les plus dociles, le moment de l'appel durerait en moyenne 2 minutes, soit 28 heures au total, une semaine et demie de cours sur l'ensemble de l'année scolaire. Mais avec cette application installée sur le smartphone, le professeur repère automatiquement la présence de chaque élève. Une liste de présence est alors générée automatiquement et transmise à la vie scolaire de l'établissement. Lorsque nous faisons les appels avec les cahiers, les parents sont obligés de se rendre à l'école pour voir si l'enfant est là ou pas. Or, avec l'appel numérique, les parents sont à la maison, ils savent déjà ce qui se passe à la maison. Ils sont à la maison, mais ils suivent de près les enfants aussi. Parce que tout ce que nous faisons ici, ils reçoivent tout sur leur téléphone. Ça nous facilite parce que ça nous permet d'aller rapidement, au lieu d'aller signer dans les cahiers de notes, d'aller rapidement et puis ensuite de connaître aussi les élèves. Fini donc les joies de l'école buissonnière. Je pense que l'appel numérique, c'est bon pour toutes les écoles. Et puis, Sainte-Thérèse a choisi ça. Là, quand un élève est absent, son parent sait qu'il n'est pas venu en classe. L'appel numérique me permet d'être toujours présente à l'école.
L'absentéisme est le premier marqueur du décrochage scolaire. C'est dans beaucoup de cas le début de la petite délinquance due à des influences subies en dehors du milieu scolaire ou tout simplement le fruit de l'oisiveté. Il n'existe pas de statistiques par type d'établissement, mais les conséquences sont un enchaînement qui tire l'élève dans une spirale descendante et l'expose à de nombreux risques, tant sur le plan de sa scolarité que de sa situation extrascolaire. Allons voir dans le monde agricole. La Côte d'Ivoire est en tête des pays producteurs de cacao avec plus de 2 millions de tonnes. Mais la question que tout le monde se pose, la production a-t-elle vraiment changé la vie des agriculteurs? En 2015, l'enquête des ménages indiquait que 54,9% des producteurs de cacao vivaient en dessous du seuil de pauvreté. L'une des raisons est la baisse tendancielle des cours internationaux depuis le milieu des années 80. Avec le nouveau cadre des régulations mises en œuvre dans le pays, il y a un prix minimum garanti de 60%. Alors question, les producteurs peuvent-ils être rois au pays du cacao? Un reportage de Jean-Luc Bambo. À Manikro 1, petit campement situé à 12 km de Daloa, Kwasi Kwame, planteur de cacao, consacre sa journée au séchage de la dernière récolte, une récolte qui relève pour lui un caractère spécial. Ça, cacao, ça là, c'est pour payer le livre de mon enfant parce que il est l'heure de rentrer à l'école. Et ça, là, on peut prendre pour faire les choses. Les longues heures de séchage de récolte sont moins ennuyeuses pour Kwasi Kwame. Il les passe désormais devant les programmes de la télévision en compagnie de ses enfants, tous scolarisés. Un luxe qui s'est offert grâce à l'argent du cacao. Grâce au cacao, à la télévision, la mosse, encore télévision, un congélateur, à la radio encore, maison, enfant, tout c'est à cause de cacao, grâce au cacao. Un autre plaisir qu'il s'est offert, une moto avec laquelle il se rend désormais dans sa plantation. Voilà mon champ, ça fait 4 états de cacao. C'est grâce à lui, j'ai payé une moto, maintenant je viens au champ, je roule sur une moto pour venir au champ. Kwame reconnaît néanmoins que tout n'est pas rose dans la vie des producteurs de cacao. Il se considère même comme un privilégié. Tout comme ses écoliers du village de Galéa 3 dans le département de Soubré. Nous allons commencer les révisions d'abord en mathématiques. C'est compris? Ok, donc suivez-moi très bien. Eux aussi peuvent désormais jouir des richesses tirées du cacao que produisent leurs parents. Cette école a été quasiment reconstruite par le conseil Café Cacao. Cela fait que les enfants, vraiment, ils ont le courage de venir à l'école. Les retombées du cacao, en tout cas, ça profite à tout le monde. Mu par sa volonté de redistribuer les richesses du cacao, l'organe de régulation a doté ce village de 3 nouvelles salles de classe, d'une cantine scolaire, de latrines et de logements de maîtres. Avant, on a beaucoup souffert. Parce qu'on n'avait pas d'école. Donc, leurs premiers enfants, ils n'ont pas eu beaucoup qui sont allés à l'école. Il fallait les envoyer jusqu'à Galéa, près de Soubré. Vraiment, ce n'était pas facile pour tous les parents. Franchement, ce qui a été fait, nous pouvons dire que l'argent du café cacao, c'est bien réparti, c'est bien partagé. C'est en moyenne 3 écoles dont le conseil Café Cacao finance la construction chaque année dans cette zone. De l'instruction pour les enfants de producteurs de cacao, mais aussi de la santé. Nous sommes au centre de santé de Nipi 2, à 13 km de Soubré. Ce centre de santé a été entièrement construit grâce à un financement du conseil Café Cacao, au grand bonheur de cette population, majoritairement des producteurs de cacao. C'est au bénéfice du fruit du café cacao que nous sommes là. C'est au bénéfice de ça. La Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc à Nipi 2, il y a des planteurs de café et cacao. Alors nous sommes très contents si on vient nous offrir des infrastructures telles que le dispensaire et la maternité ou autre chose, c'est une bonne chose en tant que planteur pour se faire soigner. Un bonheur et une fierté également partagés par le personnel soignant. En moyenne, par mois, on peut faire 350 à 400 consultations par mois.
et on peut faire 40 et quelques accouchements. Nous sommes à un carrefour. Le centre est vraiment fréquenté. Après le dispensaire, c'est à une maternité dont rêve désormais la population de Nyipi 2. À l'orée de cette nouvelle campagne, ces producteurs n'ont qu'un seul souhait, un prix borchant supérieur à celui pratiqué au cours de l'exercice qui s'achève. Cacao là, quand on cueille là, vraiment, on souffre. Et puis le prix là même qu'on dit, c'est pas tout le monde qui perd dessus. Il diminue le prix, aussi, il fait bien. Mais on est sûr comme ça, on va dire comment. Mais vraiment, il faut que le prix là soit bon. Si au moins 1000 francs, on soit là, si tu as beaucoup d'enfants, tu peux faire en paix. Une juste rémunération selon eux pour leur contribution à l'économie cacaoyère afin de changer de façon définitive leurs conditions de vie et celles de leur famille. La dernière enquête des ménages montrait en effet que 54,9% des producteurs de cacao vivaient au-dessous du seuil de pauvreté en 2015, alors que le cacao représente 15% du produit intérieur brut et plus de 50% des exportations du pays. La vie des producteurs au pays du cacao, c'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Dans le monde agricole comme ailleurs, on reste tous mobilisés dans la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 29 septembre 28 nouveaux cas de Covid-19 sur 693 échantillons prélevés, soit 4% de cas positifs, 39 guéris et pas de décès. À la date du 29 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 669 cas confirmés, dont 19 241 personnes guéries, 120 décès et 308 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 161 121. Il y a un autre mal qui menace la santé des populations, le cancer. Heureusement, il y a désormais la téléconsultation en cancérologie pour réduire la contamination des personnes touchées du cancer à la Covid-19. Cette initiative est considérée comme une avancée majeure dans la prise en charge en Côte d'Ivoire. Elle permet la continuité du suivi médical. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadji. La téléconsultation en cancérologie est effective au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara Senrao. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, l'a lancé officiellement dans l'édit établissement. Cette innovation est une consultation à distance des patients du cancer à l'aide des outils numériques et vise à leur assurer un suivi médical dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. On demande à la personne qui souhaite faire une téléconsultation en cancérologie d'aller sur Internet, par exemple sur Google, et elle tape www.cnrao.uvci.edu.ci. Elle arrive sur la plateforme de la téléconsultation. Plus de 50% des consultations en cancérologie, c'est pour présenter des résultats ou faire des surveillances. Donc des personnes qui vont se déplacer 3 fois dans le mois, 3 fois tous les 2 mois pour venir à l'hôpital, vous voyez que c'est plus confortable pour elles. La téléconsultation en cancérologie est une réponse du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au risque d'infection liée à la pandémie de la Covid-19 chez les personnes ayant des maladies chroniques. Les services de santé en Côte d'Ivoire sont sur la bonne voie. Avec cette téléconsultation en cancérologie, c'est une avancée notable. Tout à l'heure, nous avons eu à communiquer avec un malade d'ici qui se trouve au Burkina Faso, qui se porte très bien. Nous avons également, toujours en téléconsultation, nous avons également pu échanger également avec un autre qui est en Côte d'Ivoire. Tout ça fait partie de l'évolution favorable du secteur de la santé. Une convention est signée entre le CNRAO et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour améliorer la prise en charge des patients et sécuriser les informations médicales de la plateforme. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, CNRAO, a été inauguré le 18 décembre 2017 par le chef de l'État et ouvert au public depuis le 25 janvier 2018. Dans l'actualité politique, les acteurs se préparent à la présidentielle d'octobre. Les cadres et jeunes du RHDP étaient face à la presse. Ils appellent la jeunesse à prôner la paix. Herman Guivet. Jeunes et cadres du RHDP, pas du tout contents du traitement réservé au porte-parole principal de leur parti, Kobena Kwasi Adjoumani, sur les réseaux sociaux par certains cyberactivistes dits de l'opposition. Le ministre Adjoumani est devenu ainsi la bête noire d'une opposition qui cherche à le déstabiliser par tous les moyens. Nous sommes là, nous jeunes,
pour dire non à ce genre de méthode. Nous n'insultons jamais les autorités de l'opposition. Nous essayons à travers cette conférence de demander à nos frères de savoir que nous existons et que désormais, nous irons sur tous les plateaux, télé, radio, et qu'à chaque attaque contre nos personnalités, nous allons réagir. Nous n'allons pas réagir de façon impolie ou irrespectueuse. Pour témoigner de cette position affichée, l'Union des jeunes du RHDP décide ceci. Il convient de mettre à contribution tous les blogueurs et activistes proches du RHDP pour défendre et restaurer l'image du ministre Kobena Kwasi Adjoumani et l'ensemble des cadres du RHDP. Aux activistes et aux blogueurs du parti, nous demandons d'équilibrer les railleries, les calomnies et rires sarcastiques sur les réseaux sociaux. Appel au bon ton lancé dans les discours. À cette occasion, notons qu'à quelques semaines de la présidentielle ivoirienne, les acteurs des différents partis politiques revisitent leur stratégie. Objectif, conquérir le terrain. Dans la région de la Bagoué, on se prépare aussi pour la présidentielle. Le coordonnateur régional du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix rencontre les principaux animateurs des structures de base. Bruno Nabanye-Kone met en mission le RHDP de Bundiali, Kouto et Tengrela à Mississoko. Mettre le RHDP en ordre de bataille dans la Bagoué pour la présidentielle du 31 octobre. C'est à cela que s'attelle la coordination régionale RHDP de la Bagoué. Cette session extraordinaire avec tous les responsables des structures de base à Kouto en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour mieux préparer la campagne présidentielle dans cette région. Une stratégie pour assurer la victoire de leur candidat, le président Alassane Ouattara, selon le premier responsable régional du parti, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye-Kone. Nous allons passer dans les 166 villages et campements de la région de la Bagoué. Nous allons vous dire dans quelques jours l'organisation que nous mettons en place pour que chaque membre de la coordination ait une mission précise, des éléments de langage précis, un message précis à passer à nos populations. Le ministre Bruno Nabanye-Kone, coordonnateur principal RHDP de la Bagoué, a exhorté tous les responsables régionaux, départementaux et sous-préfectoraux à s'approprier cette campagne, surtout à vanter les actions de développement du candidat du RHDP Alassane Ouattara dans la Bagoué. En 40 ans d'indépendance, toute la Bagoué avec 39 localités électrifiées. En 10 ans, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous avons électrifié 70 localités. Ça là, j'allais dire, si vous dites ça, vous expliquez ça à quelqu'un, même s'il n'est jamais allé à l'école, il va comprendre. Il voit l'eau courante arriver, il voit l'école qui est construite, il voit le collège de proximité, il voit la route qui s'améliore. Donc vraiment, les arguments sont là. 4 véhicules, 35 motos, une enveloppe de 13 millions de francs CFA, des centaines de chaises, 1000 litres de carburant, ainsi que des produits sanitaires de première nécessité sont mis à la disposition de la coordination régionale RHDP de la Bagoué par le parti pour le bon déroulement de la campagne. Ici au sud, à Diaké, les populations saluent les actions de développement réalisées dans le sud Komoué. Hommage et reconnaissance de la région au président Alassane Ouattara. Mamadou Kwasi. Cible essentielle de la politique de développement local. Les jeunes et les femmes du département d'Adiaké ont décidé de fédérer leurs efforts pour soutenir le ministre Eugène Akaolé, leur leader régional. Ils mettent en place des organisations pour promouvoir les actions de développement du président du conseil régional. Et l'investiture de ces différentes organisations a été une opportunité pour la population du département d'Adiaké d'exprimer leur gratitude à Eugène Akaolé. À travers lui, ces populations rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Maintenant que nous avons été investis, mais nous allons ratisser l'âge pour le président Alassane Ouattara pour qu'il puisse lui aussi augmenter notre frère. Ça, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alassane Ouattara, il va nous voir ce qu'on va faire sur le terrain à cause d'Akaolé. Occasion pour le président du conseil régional du Sud Komoué d'énumérer les actions du chef de l'État au profit de leur région.
Des actions qui ont changé aujourd'hui, selon lui, le visage du Sud Comoé. Savez-vous que cette année seulement, nous avons enregistré 3 autres lycées. Après le CHR d'Abosso, qui va être livré bientôt, en tout cas avant la fin de l'année. De même qu'Adiéké va avoir un hôpital avec un bloc gynéco-obstétrique, d'autres localités du Sud Comoé vont également bénéficier grâce au président Alassane Ouattara. En termes de réalisation d'université, Adiéké sera certainement la localité la mieux gâtée, car le village universitaire d'Adiéké, c'est pour bientôt s'arriver et puis vous le promets. Et ce sera la plus grande université de Côte d'Ivoire avec plus de 50 000 étudiants. Et pour renforcer les acquis du développement, Eugène Akaolé lance cet appel. Mes chers parents, il y a un temps pour tout, comme le disent les saintes écritures, et le temps actuel est celui d'Alassane Ouattara. Au-delà de ces associations de jeunes et de femmes, ce sont toutes les populations du département d'Adiaké, avec les têtes couronnées, qui disent être en phase avec leur président de région pour la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle d'octobre prochain. Mamadou Kouassi nous emmène en France pour voir la mobilisation du RHDP. Les femmes de ce parti se sont retrouvées place des Invalides de Paris, un meeting de soutien au candidat Alassane Ouattara. L'esplanade des Invalides de Paris pris d'assaut par les femmes du RHDP. Vêtues de blanc, avec le drapeau national en main, ces femmes expriment leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle, mais surtout leur volonté de voir une Côte d'Ivoire de paix. Elles sont venues de plusieurs localités de France et des divers arrondissements de la ville de Paris, ainsi que les diverses coordinations RHDP européennes. Ces femmes, membres de la direction exécutive adjointe en charge des militants de l'extérieur, ont rassuré leur premier responsable, Lansine Diaby, de leur volonté à offrir au RHDP la victoire au soir du 31 octobre 2020. Une mobilisation qui a vu la participation de plusieurs militantes issues du PDCI RDA, avec à leur tête la présidente de France de l'UFPDCI, Maria Souma. Donc aujourd'hui, je suis revenu dans ma maison. Et pour qui? Pourquoi? Mais par rapport à Ado. C'est un bâtisseur, c'est un homme de paix qui a beaucoup fait pour les femmes, pour les enfants. Et aujourd'hui, si on veut la paix en Côte d'Ivoire, c'est avec Ado. Nous souhaitons que ces élections qui vont arriver très bientôt soient des élections apaisées. Une détermination salue par le premier responsable des militants RHDP de la diaspora. Lansine Diaby invite les femmes à s'investir davantage pour permettre au président Alassane Ouattara de gagner dès le premier tour de la prochaine présidentielle. Et pour y arriver, voilà son adresse aux femmes. Alassane me demande de vous dire de reprendre votre bâton de pèlerin, d'aller de maison en maison, d'aller de village en village, de ville en ville, pour aller chercher les électeurs. Les élections se gagnent dans les urnes et le RHDP prendra un coup. Cette rencontre des femmes RHDP de France marque la fin des grandes rencontres de rue. La direction exécutive adjointe chargée des militants de l'extérieur du RHDP adopte désormais la campagne de proximité avec des rencontres locales et des séminaires de formation. Dans le reste de l'actualité, l'émir du Koweït, décédé ce mardi à l'âge de 91 ans, il était un doyen de la diplomatie dans un golfe tourmenté par plus de 5 décennies de crises et de conflits ayant impliqué son pays. Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Sabah s'est rendu aux États-Unis fin juillet pour continuer un traitement médical selon les autorités. Il était considéré comme l'architecte de la politique étrangère du Koweït moderne, en étant à la fois un grand allié des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Il entretenait dans le même temps de bonnes relations avec l'Iran, le rival de ces derniers. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognon pour le sage. Lorsque l'on trébuche et tombe, ce n'est pas toujours le pied qui a tort. Dieu voulant, on se retrouve demain.